justement, je reçois aujourd'hui pour en parler le ministre de la Santé et de l'Environnement en charge de la propreté publique, Alain Marron, qui va me rejoindre, ministre écolo, et je vais lui poser la question. Venez à mes côtés, Alain. Est-ce qu'Écolo veut chipper le leadership au PS à Bruxelles ? Je ne suis pas sûr que la question se pose dans ces termes. On essaye, nous, de faire en sorte qu'il y ait une vision pour la région. Une vraie vision pour la région. Une vision équilibrée entre des objectifs sociaux, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'injustices sociales dans la région, on doit résoudre ça, des objectifs économiques, et on a une stratégie de transition économique maintenant, grâce à ma collègue Barbara Tract, approuvée par le gouvernement, et des objectifs environnementaux. Il faut bien se rendre compte qu'effectivement, quand les écologistes ne sont pas au pouvoir, en général, les objectifs environnementaux passent un peu à la trappe, et donc nous, on les rééquilibre. Numéro un pour que les objectifs passent en priorité. Si vous me demandez de savoir si je préfère que dans les élections, dans 2 ans, les écologistes soient numéro 1, je vous dirais oui, bien entendu. Oui. Est-ce que c'est un objectif en soi et est-ce que chacune de nos décisions est prise à cette aune-là? Non. Mais bien entendu, comme tous les partis, nous espérons avoir le meilleur résultat électoral possible. Alors parlons de cette friche Josaphat. 1100 logements sur la friche, c'est le projet Vervoersmet, un tiers bâti, le reste pour la biodiversité. Pourquoi dites-vous que c'est inacceptable? Alors, le PAD dans son ensemble n'est pas nécessairement sur chacune de ces parties inacceptable. Il faut savoir que la friche, c'est une minorité de la zone concernée par le PAD. Les 1100 logements, ils sont au moins pour moitié en dehors de la zone de la friche. Ce qui est pour nous inacceptable, c'est de bétonner les 2 tiers de la friche. Les résultats de l'enquête publique, mais aussi l'avis des instances consultatives, c'est très très mitigé, voire hostile par rapport à ce projet. Et la question de la biodiversité dans la ville, de la gestion des eaux de pluie, de comment on va résister aux effets du réchauffement climatique et garder une ville qui soit la plus agréable possible pour les Bruxelloises et pour les Bruxellois, elle se pose de manière très aiguë. Et on pense que ces questions-là n'ont pas été suffisamment intégrées, en tout cas en ce qui concerne la friche. Donc on ne s'oppose pas à l'ensemble du PAD. Il y a, on va dire, de l'ordre de 600 logements qui ne font pas l'objet de contestation. Il y a aussi des équipements collectifs prévus, des écoles, etc. Donc tout ça est très bien. Il y a 500 logements qui posent question. Oui, il y a de l'ordre de 5 à 600 logements qui couvrent les 2 tiers de la friche. Donc une partie du PAD qui la pose question. Et pour nous, en fait, la friche doit d'abord et avant tout être un espace vert, un espace dévolu à la biodiversité. Mais ça veut dire qu'il faut revoir ce PAD que vous avez pourtant accepté dans un premier temps? Alors, on a déjà modifié le plan d'aménagement directeur par rapport à ce qu'il était tout au début de la législature. Il y a une version modifiée qui a été soumise à l'enquête publique. Le résultat de l'enquête publique, de la mobilisation des avis des instances consultatives, nous pousse à dire que oui, il faut bien revoir le PAD. Mais si le ministre-président et Pascal Smet d'un côté et vous et Van den Brand de l'autre disent le contraire, pourquoi en parler dans la presse et dans les médias? Vous n'en parlez pas au gouvernement de cela? Alors, on en parle en gouvernement bien entendu, on en parle aussi dans les intercabinets. De temps en temps, il y a des sujets qui intéressent particulièrement les médias, qui font l'objet d'une cristallisation politique, de l'exacerbation de tensions et qui transparaissent dans la presse. C'est le cas pour celui-ci. Effectivement, il y a eu une interview mardi des ministres socialistes. On a estimé opportun à un moment de répondre aussi de manière publique, de ne pas répondre seulement au sein de l'enceinte fermée, je dirais, du gouvernement, mais de l'assumer publiquement. Pascal Smet, dans cet entretien du mardi, disait aussi que, en quelque sorte, il fallait un peu faire le bonheur des Bruxellois, parfois malgré eux. Est-ce que c'est votre point de vue aussi, de votre vision de la ville? Moi, je pense qu'on ne peut pas avoir du mépris pour les gens qui s'expriment. Quelle que soit leur motivation, les gens ont le droit de s'exprimer, même si on n'est pas d'accord avec eux. Et après, effectivement, les pouvoirs publics doivent viser l'intérêt général, en écoutant évidemment la population, les différentes parties prenantes, mais en visant toujours l'intérêt général, donc en écoutant toutes les parties. C'est ça qu'on doit faire aussi pour Josaphat, et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne stratégie de dire à la population, mais vous savez, de toute façon, ne vous exprimez pas puisqu'on fera votre bonheur malgré vous. Je ne pense pas que ça ce soit la politique du 21e siècle. Si on veut que les gens adhèrent en fait aux solutions, qu'ils soient contents de ce qui est mis en place, qu'ils se retrouvent dans les institutions et qu'ils retrouvent dans la confiance dans le politique, je pense que c'est essentiel, sur les différents sujets, de les entendre, en tout cas pas de les disqualifier. Mais ça ne veut pas dire nécessairement de leur donner raison à la fin. On doit viser l'intérêt général et on ne peut pas donner raison à tout le monde. Bon, l'intérêt général, c'est aussi d'avoir du logement et d'avoir de la biodiversité. Est-ce que vous n'êtes pas un peu un fan d'Alphonse Allais en disant qu'il faut mettre les villes à la campagne? Non, ça n'est pas le cas.
je pense, ceci dit, que si on veut que les villes restent agréables à vivre, y compris avec le réchauffement climatique, qu'on sache faire face aux sécheresses qui vont arriver, aux pics de chaleur et aux canicules qui vont être de plus en plus fréquentes, mais aussi à des précipitations abondantes, à des inondations, etc., on doit mettre plus de nature dans la ville. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis. Si on regarde maintenant les documents qui sont sur la table, par exemple au niveau de la Commission européenne ou du Conseil européen, ils vont tous dans cette direction. Tous les documents vont dans cette direction, avec même sur la table des obligations. Par exemple, d'interdiction de perte d'espace naturel dans les villes à l'horizon 2030. Le fait qu'on doive préserver les espaces naturels dans les villes. D'accord, mais où on se loge? Alors, il y a toujours moyen de se loger. D'abord, qu'est-ce que vous dites aux 50 000 personnes qui attendent du logement social? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Si on regarde les plans d'aménagement directeurs qui sont déjà approuvés ou en voie d'approbation par le gouvernement, en dehors de Josaphat, il y a déjà 3 000 logements là. Si on regarde la zone, 3 000 logements supplémentaires. Hein. Si on regarde la zone autour du canal à Anderlecht, dans le bassin de Bistebroek, etc., qui découlent de modifications d'aménagement du territoire antérieur, mais qui sont en construction maintenant, c'est de l'ordre de 15 000 personnes qui sont logées à cet endroit-là. Vous trouvez qu'il y en a assez? Non, je n'ai pas dit qu'il y avait nécessairement assez. Il y a aussi, le bureau du plan prévoit que de l'ordre de 20% des espaces de bureaux vont se vider dans les 5 prochaines années par rapport à la situation actuelle. Ça va générer des centaines de milliers de mètres carrés vides. Il faudra bien leur trouver des affectations. Ce ne seront plus des bureaux, plus des espaces administratifs, donc d'autres affectations. Là-dedans, il peut y avoir une partie de logement. On ne va pas tout convertir en logement, ce n'est pas possible, mais une partie, oui. Donc il y a des solutions sans nécessairement bétonner des espaces verts. Alors, vous êtes ministre de la Santé, donc on va parler Covid. Le Covid est de retour. Qu'est-ce qui est prévu dans les jours à venir? Est-ce que, en dehors de vaccination, est-ce que d'autres choses sont prévues au niveau bruxellois? Alors, il y a d'abord une recommandation sur le masque qui subsiste, et je pense que ça vaut la peine de la rappeler. Si vous êtes dans des espaces qui ne sont pas ventilés, où il y a beaucoup de monde, comme par exemple dans un transport en commun ou dans un magasin, mettez des masques. C'est une recommandation? C'est une recommandation. C'est pas encore une obligation? Ce n'est pas une obligation, nulle part en Belgique et à Bruxelles non plus, mais c'est une véritable recommandation. N'hésitez pas à le faire, on a pris l'habitude de porter des masques, on sait le faire. Continuons à le faire quand il y a beaucoup de monde dans les endroits où on va. C'est surtout si on est en contact avec des personnes à risque, des personnes âgées ou des personnes immunodéprimées. Par-dessus le marché, on a réenvoyé des invitations pour un booster supplémentaire pour les personnes de plus de 80 ans et les personnes immunodéprimées. Qu'elles y aillent et que les personnes de leur entourage les encouragent à y aller, à prendre cette dose de booster. Et puis, il y a des actions qui sont prévues à partir de la rentrée et qui ont fait l'objet d'un accord entre tous les ministres de la Santé, entre toutes les entités de Belgique. Et ça, c'est un booster pour les plus de 50 ans, c'est ça? Oui, alors d'abord les plus de 65 ans et les personnes avec des comorbidités. Et puis, effectivement, les plus de 50 ans auront droit à aller chercher un booster et seront convoqués à le faire. Et on devra ouvrir de nouveaux centres de vaccination? Alors, il y en a 2 qui sont toujours ouvert pour le moment, à Pacheco, à Molenbeek, où il y a aussi du testing qui est fait. Ils peuvent monter en puissance. Si on a besoin de plus, on sait en ouvrir 2 en plus. Et par-dessus le marché, surtout maintenant, il y a beaucoup de vaccinations possibles dans les pharmacies, dans les maisons médicales, chez les médecins. Donc on a dispersé, je dirais, les lieux de vaccination. Le centre de vaccination n'est plus qu'une modalité pour se faire vacciner. Est-ce que ce Covid, on a effectivement l'impression que ça va durer encore un certain temps, est-ce que la COCOM est équipée pour résister à toutes ces attaques de Covid, toutes ces vagues de Covid, ou bien on est chaque fois obligé d'aller de consultance en consultance? Non, on a vraiment maintenant, rapatrié la cellule urgence Covid ou la cellule de crise Covid au sein de l'administration de la COCOM. Et c'est maintenant l'administration de la COCOM qui, en son sein, gère les choses et est préparée et dotée pour le faire. Et a un plan d'action pour les prochains mois et les prochaines années par rapport au Covid, mais par rapport à d'autres maladies épidémiologiques aussi. Alors, une de vos autres compétences, c'est Bruxelles Propreté. Ouais. Alors, le PTB a pétrolé cette semaine en se disant que vous vouliez diminuer le nombre de collectes de sacs blancs, une seule collecte par semaine, en disant que c'était antisocial. Est-ce que vous êtes antisocial? Alors, il n'y a pas encore de décision qui est prise formellement par rapport à ça. Je pense que ça vaut quand même la peine de le préciser. Il y a des concertations en cours. On doit plus trier les déchets. On peut déjà mettre beaucoup plus de choses dans son sac bleu.
il y a des sacs oranges et des composts collectifs. Et en fait, ce tri va devenir obligatoire au 1er mai de l'année prochaine, enfin au mois de mai de l'année prochaine. Et de toute façon, c'est une imposition de l'Europe. Excusez-moi, le sac orange sera obligatoire partout, par exemple. Alors, on ne pourra plus mettre de déchets organiques, comme des plures de légumes, par exemple, ou des fruits. On ne pourra plus les mettre dans le sac blanc. On devra les mettre soit au compost, collectif ou individuel, soit dans le sac orange. Bon. De toute façon, ça va être imposé au niveau européen. On prend 6 mois, un peu plus de 6 mois d'avance à Bruxelles, mais de toute façon, c'est une imposition à l'échelle européenne. Il faut de toute façon le faire pour 2024. Bon, à partir du moment où on met plus de déchets dans le sac orange, plus de déchets dans le sac bleu, que par ailleurs, on essaye de limiter les déchets à la source aussi, et d'essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de bouteilles plastiques, moins de récipients plastiques, etc. en circulation, on diminue mécaniquement la taille du sac blanc. Les agents de Bruxelles Propreté, les camions, vont avoir plus de travail avec les sacs bleus et avec les sacs oranges et moins de travail avec les sacs blancs. Ce qui entraîne une nécessité de réformer les collectes, en tout cas dans certaines communes. D'où cette idée peut-être de diminuer ces collectes, de passer de 2 à 1. C'est probable. Et sur la table, et en discussion avec les différentes parties prenantes, dont les bourgmestres, que dans une dizaine de communes, des communes de seconde couronne, il y ait une diminution des fréquences de collecte de sacs blancs vers 1 par semaine. Mais aussi, c'est en parallèle avec du soutien pour aider les gens. Parce que trier, par exemple, ces déchets organiques, il faut des récipients solides qui puissent être fermés. Donc, l'idée, c'est de mettre à disposition ces récipients solides fermés, de travailler à ce que les gens aient dans leur cuisine la possibilité de trier concrètement leurs déchets, parce que ce n'est pas toujours simple, surtout si on habite dans un petit logement. Donc, il faut des solutions pratiques, mais il faut aussi des explications et de la sensibilisation. Alors, il y a effectivement cela, cette sensibilisation, et puis aussi, il faut lutter contre les corneilles, hein, parce qu'à Bruxelles, on s'est rendu compte, au printemps, les corneilles ont été particulièrement voraces, et elles aiment beaucoup les sacs oranges et les sacs blancs. Oui, alors c'est un des problèmes, en fait, c'est que il y a des animaux, des corneilles, mais aussi des renards dans certaines communes ou d'autres, qui viennent déchirer les sacs. Parfois, ce sont des chats, plus simplement. Donc, effectivement, certaines communes ont déjà imposé des récipients solides pour les sacs blancs et pour les sacs oranges. Pour l'orange, on va multiplier les distributions de récipients solides. Ce récipient solide, ces petits bacs orange sont déjà utilisés assez massivement. Ils le seront plus encore. Ils peuvent être utilisés dans votre cuisine, mais en fait, vous pouvez le déposer sur le pas de votre porte. L'agent prend le sac qui est à l'intérieur et laisse évidemment votre récipient qui est là. Voilà, au moins, c'est un aspect pratique que je ne connaissais pas. J'utiliserai avec mon bac orange. Merci Alain Marron.